Cette semaine, le Festival de Cannes vous emmène dans un spécial médecine. Et oui, toute l'équipe des carabins et des carabines vont vous expliquer ce qui se passe dans la faculté. Nous irons ensuite dans un merveilleux rendez-vous de télescopie. Télescopie avec l'un des grands joueurs de handball, c'est Joël Abati. Et enfin, on partira dans le cinéma, Ciné Sud. Mais pour l'instant, 5, 4, 3, 2, 1. Je lui fais une belle sodomie, où ça, dans sa colostomie. Je me tire et puis je m'essuie. Pourquoi une vieille bille ça salit. Voilà. Allez, opinion sur rue, c'est parti. Opinion sur rue. Coucou. Et oui, cette semaine, Opinion sur rue, c'est un spécial médecine. Si, je dis bien spécial médecine, tous les carabins et toutes les carabines sont là, la preuve. P2, quel est ton métier? Ah, Christine, de l'Office de tourisme de Montpellier. Bonjour Christine. Alors je comprends pas, il y a un truc que je comprends pas là. Nous sommes devant deux édifices qui n'ont rien à voir, la cathédrale et la faculté de médecine. Pourquoi ils sont collés? Alors ils sont collés parce qu'à l'origine, ils avaient vraiment tout à voir, l'un avec l'autre. Au moment de la création de ce bâtiment, c'est un monastère dédié à Saint-Benoît et Saint-Germain, le grand bâtiment et son église abbatiale. D'accord. Et ensuite, donc là on parle du XIVe siècle, avec un certain Urbain V qui est pape en Avignon, qui construit, c'est pour ça qu'il y a un baldaquin aussi monumental que ce qu'on voit ici derrière nous. Et puis, ce bâtiment est transformé avec l'arrivée des évêques dans la ville en palais épiscopal. Donc les évêques s'installent ici et bien sûr à côté d'eux, l'église devient une cathédrale, siège de l'évêque avec sa cathèdre. Et c'est la raison pour laquelle les deux bâtiments, par la suite, sont restés intrinsèquement liés, même si, juste après la Révolution, le bâtiment principal devient faculté de médecine et non plus un édifice religieux. Ben on y va, la cathédrale? Allons-y. Allez, c'est parti. Là, nous sommes carrément au sommet de Montpellier. On vient de monter, mon père, combien de marches là? 204 marches. Bonne marche. De bonnes marches de la cathédrale. Alors, la cathédrale, mode d'emploi, s'il fallait donner 2 ou 3 petites indications pour ceux qui voudraient faire ce qu'on vient de faire. Alors, la cathédrale est ouverte tous les jours, d'abord, on peut dire, de 9h30 à midi et de 14h à 19h. Oui. Donc, on peut être accueilli. Et pendant les vacances scolaires, toutes les vacances scolaires, il y a un programme de visite. Le mardi, le jeudi particulièrement, avec la possibilité de monter ici, au sommet de la tour Urbain V, et de profiter du panorama. Unique, il faut le dire, oui, regardez, c'est exceptionnel à Montpellier. Oui. Voilà, et puis des visites à thème. En particulier, il y a une visite qui a pas mal de succès sur le thème de Urbain V et la fondation de l'Université de Montpellier. Oui. Et ça, il faut regarder comment Alors, il y a un petit programme à chaque vacances. D'accord. Et je pense que ma sœur, l'Office de tourisme, s'en charge de les divulguer. Oui, tout à fait, bien entendu.
L'Office du tourisme, alors pareil, le rôle de l'Office du tourisme est très important en médecine à Montpellier, puisque il n'y a que vous qui puisse visiter ces lieux qu'on va faire tout à l'heure. Voilà, c'est une convention qui a été passée avec la faculté de médecine et qui permet de découvrir effectivement la plupart des salles emblématiques de la faculté de médecine et aussi le conservatoire d'anatomie, le musée d'anatomie, qui fait partie donc de ces 2 heures de visite guidée qui vous permettront de découvrir la faculté. Il n'y a pas d'études de médecine sans bizutage. La bizutage, ça date peut-être de Rabelais, non? Sûrement, peut-être. On n'était pas là pour le dire, mais bon, sûrement. Et là, c'est le bizutage de la faculté de médecine en 2e année. Donc là, on a eu notre concours et tout. Et là, en fait, c'est la semaine spécialement pour l'intégration. Où, en fait, voilà, c'est des bizutages, peinture, voilà, pour fêter justement l'événement. Oui, c'est pas. Mais il y a un chœur. Il y a un chœur. Chanson. Il y a une chanson, oui, il y a une chanson. Laquelle? La Languedocien, c'est la plus connue, je pense. 2, 3. Les Languedociens baissent tous comme des dieux. Ils ont tous un ruban rouge et bleu. Les filles de la fac ne font qu'un seul vœu. C'est celui de leur pomper le nœud. Qu'est-ce qu'il y a en deux? Qu'est-ce qu'il y a en deux? Il y a deux beaux jolis, lesquels? L'ancien et le nouveau. Je suis en retard. À ma droite, la Péronie. À ma gauche, Barthès, les 2 gardiens de la faculté de médecine. Et on a rendez-vous. Allez, venez. Ah, c'est là le bureau du doyen. Le bureau du doyen, je cherche le bureau du doyen. Bonjour monsieur, alors je cherche le bureau du doyen, est-ce que vous savez où il est? Bah, bien sûr, je le sais. Tu y es, abruti. Merci de nous accueillir, monsieur le doyen, dans votre maison, je dirais presque hantée. Habité par des jeunes, très jeunes, les étudiants en médecine, et ceux qui les accompagnent dans leurs études. Alors, l'histoire, on va la faire tout à l'heure, on va se promener dans votre maison. Bon, j'aimerais qu'on parle un peu de l'avenir. Est-ce que ce bureau va rester le bureau du doyen futur, vos descendants? Alors, le passé, l'histoire est importante. Vous le savez, elle nous oblige à la modernité. Et donc, nous avons opté pour une nouvelle faculté de médecine très moderne, une plateforme, je crois, exemplaire, qui sera réalisé grâce à un effort financier sans précédent des collectivités territoriales et de la région notamment dans le cadre de l'amorce du plan campus. Et cette modernité au contact des hôpitaux doit garder un lien étroit avec l'histoire, et ce lien étroit avec l'histoire, c'est ici. Donc nous comptons avoir 2 lieux à Montpellier, le site Arnaud de Villeneuve et le site historique, et puis bien sûr un site à Nîmes auprès du CHU de Nîmes. C'est-à-dire, ici, on viendra finaliser peut-être toujours ce grand moment d'être enfin médecin. On viendra s'inspirer du fait que être médecin, ça doit garder une solennité, l'université doit garder une solennité, parce que les familles les plus modestes y sont attachées. Elles y voient là la concrétisation de leurs efforts. Je vois bien à travers les courriers que je reçois, les rencontres que j'ai, que l'université et le diplôme gardent un niveau de sens de l'effort et de sélection. La sélection est très forte à l'entrée ici. Il faut 14 de moyenne pour pénétrer dans la faculté de médecine après un concours très sélectif. Donc ça a une signification d'effort important. Le carabin d'aujourd'hui est toujours le carabin de votre époque? Il essaie, mais à mon avis, la société change. Tout change, les malades évoluent, les personnes évoluent, une nouvelle technologie et probablement un nouvel étudiant. Mais c'est le propre de s'adapter. Et cette maison, justement, la modernité, c'est toute une histoire. On va la visiter, d'accord? Allez, c'est parti.
Incroyable, incroyable. Nous sommes là dans la cour de la faculté de médecine, la plus vieille du monde. Oui, la plus ancienne du monde. En activité. En exercice, la plus ancienne en exercice du monde occidental depuis que celle de Salerne en Italie a fermé ses portes en 1811. Donc nous sommes détenteurs du titre. Bonjour Florence, qui va nous servir de guide. Alors on va où? Alors on va commencer par la salle des actes, qui est la plus emblématique de la faculté de médecine. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez, on y va? On y va. C'est parti. Ah oui, impressionnante cette salle des actes. Alors, salle des actes qui sert donc, Florence? Alors cette salle, elle sert prioritairement aux étudiants en médecine qui viennent soutenir leur thèse. C'est-à-dire que le jour de la soutenance, qui est la fin vraiment de leur parcours universitaire, ils sont ici dans cette salle sous le regard d'un jury habillé de la même manière que celle que vous voyez sur les tableaux, parce qu'ici les thèses sont très protocolaires, très officielles. Ce qui est une des raretés en France, parce qu'ailleurs, ça se passe dans des salles de cours tout à fait classiques, en costume de ville, mais ici, pas du tout, les traditions sont maintenues. Donc, pas devant n'importe qui. Alors, voilà, avec sous la présence majestueuse et rassurante aussi d'un buste d'Hippocrate, que vous avez effectivement en haut dans la salle, sur un socle. Ce buste qui a une histoire aussi, puisqu'il a été offert par Napoléon en 1801 à l'école de médecine de Montpellier, puisque après la Révolution, il y a eu 3 écoles de médecine officialisées en France, Montpellier, Paris, Strasbourg, et pour bien montrer l'importance de celle de Montpellier, Napoléon lui a offert ce buste avec l'inscription que vous lisez en dessus, en latin. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Olim Cous Nunc Montpelliensis Hippocrates, qui veut dire en fait, autrefois Hippocrate, tu étais de Cos, c'est l'île grecque où il est né, maintenant tu es de Montpellier. Voilà, donc il est avec nous depuis cette époque-là, depuis 2 siècles. Et on est bien entouré ici. Alors qui sont tous ces personnages? Alors tous ces personnages, effectivement, ils représentent une bonne partie du savoir médical, disons depuis la moitié du 19e siècle jusqu'à la moitié 20e, puisqu'après on n'a plus la place de conserver ce type de représentation. Mais à l'époque, la tradition voulait que les médecins, ceux qui avaient enseigné, qui avaient joué un rôle important dans l'avancée des techniques médicales, donnent à la faculté un portrait peint de leur personne. Ah, combien d'étudiants sont allés maintenant dans la salle qu'on va voir? Ah oui, l'amphithéâtre d'anatomie, il est très fréquenté depuis le 19e siècle, date à laquelle Chaptal l'a fait construire. Et donc tous les matins du mois de septembre au mois de mai, quasiment, ce sont les étudiants de 2e année, qui sont à peu près 200, qui viennent suivre les enseignements ici. Et sur la table, on découpait? Oui, autrefois, ça s'appelle amphi d'anatomie parce que c'était consacré aux dissections anatomiques. Maintenant, c'est sur d'autres enseignements, un peu tous les enseignements. Il n'y a pas que de l'anatomie. Et puis cette chaise en pierre, c'est quoi? Alors la chaise en pierre, elle n'a pas un rapport très direct avec la médecine, parce que ça s'appelle une chaise curule. Et c'était la chaise sur laquelle s'asseyaient les magistrats romains autrefois. Et elle a été ramenée ici par le chancelier Ranchin. Donc c'est une histoire très ancienne et c'est un bel élément de décoration. D'accord. Merci, on continue. Allez, on continue, on n'a pas fini. Tiens. Ah bah là, encore un écorché, dis donc. Salut. Eh bien, merci Florence pour cette belle visite. Merci à vous Jean, et revenez quand vous voulez. Oui, alors j'ai un rendez-vous là. Oui, je sais, vous avez rendez-vous avec le professeur Bonnel pour le musée d'anatomie. On y va? Alors. Allez, merci. Les gens, ça va pas, non? Mon chapeau, non mais oh. En plus, elle a des cheveux. Bon, j'ai rendez-vous au musée d'anatomie.
Merci professeur de nous ouvrir ce lieu remarquable, ce musée d'anatomie, qui on peut le visiter grâce à l'office de tourisme, mais bon, c'est un lieu magique quand même pour vous là, non? Je pense que c'est plutôt un lieu historique, patrimonial. Depuis le début du XIIIe siècle, l'anatomie a été une pièce maîtresse de la faculté de médecine, et il y avait la formation des étudiants et des chirurgiens qui avaient besoin de description et d'études de ces pièces anatomiques. Donc pendant de très nombreuses années, ils ont traité des pièces, ils ont fait des dissections, et ce nombre de pièces était très important. C'est la raison pour laquelle il a été décidé par les responsables de l'époque de créer un conservatoire de pièces anatomiques. Il ne s'agit pas véritablement d'un musée, mais d'une zone de formation pour les médecins, les anatomistes, les chirurgiens. Et vous avez ici représenté 5000 pièces qui ont fait l'objet de dissections pendant les périodes d'études de ces médecins, chirurgiens qui se vouaient à l'activité chirurgicale. Et dans ces 5000 pièces, il y a quelques pièces remarquables. Alors, toutes les pièces sont intéressantes, mais il y en a d'autres qui sont en rapport avec les activités chirurgicales du jour, en particulier le foie. La chirurgie du foie représente certainement une avancée technologique considérable. Et vers le 1850, il y a eu un chirurgien qui s'appelait Dr Rapp, qui a fait une étude extraordinaire d'injection de glandes hépatiques et qui a mis en évidence tout un tas d'éléments qui servent encore pour la réalisation des greffes hépatiques. Et les os également, très important les os. Vous avez une collection également exceptionnelle de pièces osseuses qui sont le témoin des fractures de l'époque, mais également des tumeurs que l'on observait. Ici, on peut dire qu'on fait de vieux os. Allez, hein. Bonne chance. Télescopie, on l'a fait. Pub, on l'a fait. Tu vois quelque chose hein, sur ton truc? On l'a fait. Au revoir Jean, on l'a fait. Et moi, on n'aura pas fait. Allez, Si. salut. Salut, c'est bon, c'est fait. Okay, ouais. C'est bon, on a tout fait là, allez. C'est bon, on l'a fait, allez, on se cache. On se cache. Ah oui. Opinion sur rue. Donc je fais bonjour cette semaine, l'émission Opinion sur rue, spéciale médecine. Et si vous ne... J'ai fait un trou. Ça c'est le début du début. C'est compliqué la télévision, hein, tu as des débuts. Voilà, j'espère qu'on vous a appris plein de choses. C'est le but de cette émission. Je ne vous montrerai pas mon anatomie parce que maintenant c'est l'heure de... La pub.